Bonjour à tous. 4 novembre 2022, news de la semaine avec Margherita de la Casa del Sole Bonjour à tous. et Roberto Quaglia. Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Je veux d'abord remercier tous ceux qui nous suivent parce que les chiffres grimpent de façon très encourageante. Nous avons déjà en moyenne 100 000 personnes qui visualisent la vidéo sur notre chaîne, plus au moins 20 000 de la chaîne de Margherita qui relaie nos vidéos, plus environ 5 000 qui nous regardent en direct, plus environ 80 000 qui nous regardent sur Facebook ou Telegram. Et donc à la fin, nous avons une moyenne d'environ 200 000 visualisations par semaine, chose qui nous fait énormément plaisir. Merci pour le temps que vous nous dédiez et surtout pour l'énergie que vous nous donnez à faire tourner nos vidéos. Commençons tout de suite par les nouvelles internationales. Hier, c'est très curieux et cela m'a beaucoup marqué, l'étrange voyage, voyons le transparent numéro 1, de Scholz en Chine. Je ne m'y attendais pas du tout. L'Allemand Scholz défend son voyage en Chine des controverses. Nous le retrouvons tout d'un coup en Chine. Lui qui semblait si tranquille aux ordres de Biden, et d'un coup, qui sait ce qu'il est allé demander? Beaucoup se le demandent. Il y a des justifications officielles, mais certains soupçonnent également qu'il y a autre chose derrière. Comme tu le dis, Roberto, et vu que tu lis ces news, qu'en pense Pepe Escobar? Allora, sì, quello che penso io viene da quello che ho letto di Pepe Alors Escobar oui, ce que je pense provient de ce que j'ai lu de Pepe Escobar sur la question. Pepe Escobar a des sources parmi les hauts dirigeants allemands. Il a toujours des sources partout. Et donc, d'après elle, le voyage de Scholz en Chine, qui d'ailleurs se déroule avec certains industriels allemands, a pour but de chercher une repacification avec les Russes, avec aussi et à travers les Chinois, au bénéfice de l'industrie allemande. Rappelons que l'industrie allemande est véritablement démantelée par cette guerre. L'Allemagne est une victime des Américains, dans ce cas. Ils veulent la désindustrialiser. Et donc Scholz, d'un côté, ne peut pas faire autrement que d'obéir aux Américains. De l'autre, il subit les pressions des industriels allemands qui n'ont aucune intention de voir leur industrie détruite. Il joue donc sur un plan différent. Nous ne pouvons pas être certains que les sources de Pepe Escobar soient justes, mais si c'est le cas, ça devient intéressant, car les Russes et les Allemands, dit Pepe Escobar, pourraient ensemble chasser les Américains de leur domination européenne. D'autre part, un des objectifs principaux de cette guerre, comme déclaré ouvertement par les Américains dans leurs études stratégiques, est la séparation de l'Allemagne de la Russie, qui est l'unique type de stratégie qu'ils craignent véritablement. Et clairement, vu que les Allemands seraient détruits dans ce processus, la thèse selon laquelle ce voyage en Chine soit destiné à sauver l'Allemagne tient debout. D'un autre côté, nous avons souvent commenté dans notre émission combien était absurde, quasi inconcevable, le fait que les Allemands se laissent broyer ainsi sans réagir. Oui, en effet. Margherita, d'après toi aussi, c'est une espèce de triangulation que recherche l'Allemagne pour se préparer à la nouvelle alliance sans que ce soit trop évident? Oui, enfin, je crois que c'est plutôt évident ce voyage. Et je suis d'accord avec Pepe Escobar, évidemment. Je crois qu'il est très important actuellement de sauver l'industrie allemande. Mais il y a aussi le fait de tenir compte que mardi, il y aura les élections de mi-mandat aux USA et que les congressistes américains, républicains, ont déclaré qu'en cas de victoire, ils suspendraient tous les financements en faveur de l'Ukraine. Tous? Tous, ils l'ont dit hier. Et ce voyage survient donc à un moment qui pourrait nous réserver des surprises, du moins à un moment de transition politique aux USA. Nous verrons bien ce qui arrivera, si tous les anglo-saxons sont plus ou moins d'accord ou pas. S'il y a de nouveaux attentats, nous aurons la réponse.
Certainement. D'ailleurs, il y a eu cette tendance un peu partout de dire basta. Nous avons assez donné, maintenant que l'Ukraine se débrouille, on arrête de donner. D'ailleurs, en Italie, voilà 3 jours, curieusement, il y a eu cette annonce reprise seulement par le journal Il Messaggero. Personne d'autre, aucun journal télévisé n'en a parlé. Transparent numéro 2, s'il vous plaît. Ukraine, Rome congèle le décret pour les nouvelles armes à Kiev. Mais nous continuons à soutenir. Zelensky a demandé les systèmes antiaériens. L'Italie freine, nous n'en avons pas assez. Comme je l'ai dit, chez nous, non seulement aucun téléjournal ne l'a repris, mais la nouvelle est apparue sur un journal télévisé espagnol. Voyons la vidéo numéro 2. Seguimos pendientes de la situación que se está viviendo en pleno desarrollo de la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en una jornada en la que, según informa la agencia Belta, Italia ha congelado el envío del siguiente paquete de ayuda militar, en concreto el sexto, a Kiev, a la capital ucraniana, según informa el periódico Il Messaggero, citando fuentes gubernamentales en lo que sería un movimiento en el que Italia congelaría ese sexto paquete de ayuda militar para Ucrania. Voilà. Naturellement, il faut rendre justice. Aucun journal télévisé mainstream n'en a parlé. Mais vous, Margherita, évidemment, vous en avez parlé. Quelle est la justification derrière cette volonté claire de ne pas avoir envie, évidente, d'envoyer trop vite trop d'armes? Est-ce qu'il y a une justification officielle du gouvernement italien pour ce retard? Il ne me semble pas qu'il y ait une justification officielle pour ce retard. Il a été annoncé, mais sans donner de motivation particulière. Je crois qu'en substance, nous sommes tous en attente de nouveaux ordres venant d'outre-Atlantique. Ça permet de gagner du temps, je crois, pour le gouvernement de Giorgia Meloni. Hier et aujourd'hui, elle est allée à la rencontre des leaders européens, mais nous tous, autant que nous sommes, attendons le résultat des élections de mi-mandat. Je pense que nous sommes dans une situation d'attente. Évidemment, nous nous approchons de l'hiver et donc les Européens sont préoccupés de ce qui peut leur arriver. Ils sont inquiets du risque de soulèvement populaire, ils sont inquiets des risques de fermeture dans l'industrie. Tous les gouvernements sont plutôt prudents en ce moment. Robbie? Oui, je pense que c'est l'analyse la plus correcte. Je ne crois pas que les Italiens se soient distingués par leur courage particulier. Simplement, sachant que tout peut changer d'un moment à l'autre, selon comment vont les élections, ils gagnent du temps pour ne pas gâcher des armes qu'ils enverraient en Ukraine, ou bien les Italiens ne sont pas forcément contents de se priver de leurs armes pour les envoyer là-bas. Et donc, s'ils arrivent à en économiser un peu, c'est mieux comme ça. Alors moi, ce que je n'ai pas compris, c'est le silence des journaux télévisés. C'est la situation classique sur laquelle se jettent les va-t-en-guerre, surtout le PD. On devrait voir Letta avec son casque crier au scandale et dire « Meloni ne veut plus envoyer les armes ». Au contraire, silence absolu, que ce soit de la gauche, les plus va-t-en-guerre, ou des journaux télévisés. Ce que je n'ai pas compris, et qu'il ne l'ait pas dit. Peut-être est-ce une chose trop brûlante pour qu'elle soit rendue publique? Ce n'est plus le moment d'être va-t-en-guerre dans cette phase où on s'approche d'une désindustrialisation. Les politiques craignent par-dessus tout la réaction des industriels et des travailleurs qui peuvent perdre leur emploi. Ils craignent la réaction de ceux, c'est-à-dire nous tous, qui payons les factures. Demain a lieu une grande manifestation. On pense ce qu'on veut, mais c'est contre la guerre. Ça a lieu à Rome, sponsorisé par une bonne partie de la gauche. Il est probable que dans cette phase, cela ne convienne à personne d'accélérer médiatiquement sur la guerre. Ok. Si vous me permettez, il faut aussi dire que le fait que les journaux télévisés n'en parlent pas est dû à ce que la machine de la propagande, c'est autre chose. Elle est indépendante des faits. Donc le fait de dire que nous n'envoyons plus les armes n'aide en rien la propagande qui nous veut tous dresser contre le... Ça a donc peu d'utilité de le mentionner et donc ils n'en parlent pas.
Mettons au clair cela une bonne fois pour toutes. Mardi auront lieu les élections de mi-mandat. Cela n'a rien à voir avec la présidence. Sont renouvelées toute la Chambre des députés, donc les 435 députés de la Chambre. Ils sont renouvelés tous les 2 ans et un tiers des sénateurs qui sont 100. Actuellement, les républicains ont 50 sénateurs et les démocrates 50. Le vote qui fait la différence quand il y a parité est celui de la présidente de la Chambre, qui est aussi curieusement la vice-présidente Kamala Harris. Donc en ce moment, les démocrates mènent 51-50 en cas de parité. Mais il suffit qu'ils perdent un sénateur et la majorité au Sénat passe aux républicains, qui seraient alors en mesure de bloquer l'envoi de tous les investissements et les armes vers l'Ukraine. Il y a 6 États en ballottage. Je ne me rappelle plus leur nom de mémoire. Il suffirait qu'un seul de ces États passe du côté républicain et tout le Sénat devient républicain. Donc en ce moment, il est évident que tous dans le monde sont à l'arrêt, dans l'attente de ce qui se produira mardi prochain. Dans l'intervalle, et c'est quelque chose que nous commençons à dire, et je crains que nous ayons souvent à le répéter dans les prochaines semaines ou les prochains mois, avance à vive allure l'envie de censure sur Internet. C'est un problème qui existe depuis longtemps, mais maintenant, il n'hésite plus à avancer à découvert. En France, transparent numéro 3, ordre a été donné par le gouvernement à Rumble de censurer les médias russes. Alors, face à l'ordre de la part du gouvernement français de censurer les médias russes, la plateforme Rumble a désactivé son accès en France. Et dans le cadre ci-dessous, vous pouvez voir ce qui apparaît si un Français essaye de se connecter à Rumble. À cause des requêtes du gouvernement français de retirer les créateurs de contenu de notre plateforme, Rumble n'est pas disponible en France actuellement. Nous sommes en train de contester ces ordres du gouvernement français et nous espérons restaurer l'accès au plus vite. Donc pour l'instant, Rumble résiste. Cette nouvelle fait la paire avec cette autre, qui date de septembre, il me semble. Voyons le transparent numéro 4. Le Premier ministre néo-zélandais invoque un système de censure global. Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, a même utilisé son discours devant l'Assemblée des Nations Unies pour demander une censure au niveau global. L'excuse qui est utilisée dans ce cas, désormais ils ont établi le fait qu'existe la désinformation, qu'il y a les fake news, et naturellement, ceux qui les font sont tous du côté de la toile, alors qu'eux-mêmes sont bons. Les fake news et la désinformation viennent toutes d'Internet. Une fois ce fait posé, on commence à voir pointer la justification pour dire « Oui, la liberté de parole, ok, mais on ne peut pas continuer à désinformer. » Donc bientôt, on commencera à avoir des tentatives de faire des lois, d'abord je crois au niveau européen ou au niveau américain, mais rapidement aussi au niveau mondial, de commencer à censurer sérieusement l'Internet. À la fin, il restera seulement nous, Casa del Sole et Contro TV, et quelques autres petits sites avec nos serveurs à 3 sous. Et nous transmettrons à 10 personnes à la fois. Nous reviendrons à la préhistoire d'Internet. Margherita ? Nous verrons bien ce qui se passe. Nous, comme tu l'as dit, nous résistons et nous résisterons, quelle que soit la forme. Mais il est sûr que la situation est de plus en plus sombre. La tendenza poi sia effettivamente questa. Ce n'est pas dit que la tendance soit comme tu le dis. Elon Musk vient d'acheter Twitter. Ce n'est pas pour nous répéter, mais voyons un peu ce qui se passe dans le reste du monde. Le iniziative più brutali negli ultimi anni abbiamo visto sono quasi sempre partite dalla Nuova Zelanda. Il est sûr que les initiatives les plus brutales ces dernières années sont presque toujours parties de la Nouvelle-Zélande. Ce pays sert d'éprouvettes. C'est un laboratoire comme l'Italie par certains aspects. E di conseguenza possiamo vedere certamente, noi sappiamo di essere tutti quanti et par conséquent, nous verrons bien. Anche che non si possa più Nous savons que nous prenons tous des risques, mais aussi qu'il n'est plus possible de couper Internet, car les gens descendraient en masse dans la rue, beaucoup plus que pour la paix. Espérons-le, le raisonnement est juste. On ne peut pas couper Internet techniquement, car c'est ce qui tient l'économie mondiale.
Il faut donc aller frapper de façon plus ciblée. On ne peut pas décider d'éteindre l'Italie ou d'éteindre la France tout entière. L'économie du pays s'arrêterait instantanément. Il faudra donc trouver des modes ciblés, mais aussi qui soient argumentés d'un point de vue démocratique, culturel. C'est vraiment fou, la France de égalité, fraternité et tout le tintouin, c'est elle qui demande à Rumble de ne pas faire voir les trucs russes. Mais nous sommes les bons de l'Occident, qui défendons la démocratie attaquée par les Russes. Un renversement total des valeurs, un truc de fou. Comme dans tous les cas de transfert psychiatrique, notre défaut est transféré vers l'autre. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Les méchants qui censurent, ce sont les Russes, mais la censure, c'est nous qui la faisons. Robby? C'est absolument comme tu as dit, une projection psychologique de masse. Et d'ailleurs, quand un système politique commence à devoir cacher la réalité à ces niveaux, c'est peu avant son écroulement. Rappelons-nous que l'Union soviétique, à la fin, était célèbre précisément pour la fausse information. Le mot pravda, vérité en russe, était devenu un peu comme une blague. Pourquoi? Non pas qu'ils aient été bons ou mauvais, le système était en train de s'écrouler. Quand le système s'écroule, on commence à nier la réalité systématiquement. Maintenant, nous le faisons, nous, et cela en dit long sur l'avenir de notre société. Et rappelons-nous que, en fait, dans les commentaires, il se trouve toujours quelqu'un pour dire « Eh bien, allez-y vivre en Russie ». En Russie, eux voient CNN. En Russie, ils voient également les émissions occidentales. En Russie, il n'y a absolument aucune censure de médias occidentaux, pendant que nous, il y a des années, nous avons éteint tous les satellites iraniens, censuré les informations qui provenaient de Presse TV, une chaîne iranienne. Maintenant, celle russe. Nous continuons à nous construire un rideau de fer, ou plutôt en éteint, tout autour. Et la chose incroyable, c'est qu'une grande masse de gens continue, pour l'instant, à s'alimenter à cette source de mensonges. Je vais vous faire voir une photo. Un ami me l'a envoyée de Milan. Je le remercie. En fait, elles sont deux, parce que j'en ai trouvé une autre similaire. C'est une photo, transparent numéro 5, sur le trottoir. Nous sommes dans le quartier de l'Ortica, à Milan. C'est sur deux trottoirs, proches d'une école. Voilà, tu es en train de marcher et tu lis ça dans la rue, sous tes pieds. Il y a cette publicité qui dit la B, sous-entendu la méningite, n'est pas un jeu. Et l'autre dit, la B compte. Demande à ton médecin ou à ton pédiatre si tes enfants sont vaccinés contre la méningite B. Campagne d'information de GlaxoSmithKline, GSK, autorisée par le ministère de la Santé. Je ne parviens pas à voir autre chose qu'une marque de désespoir marketing. Imagine le conseil d'administration de GSK. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour vendre plus? On ne vend pas assez de ce vaccin contre la méningite B. Allons en mettre devant les écoles. Mais il n'y a pas de panneau. Qu'importe. Nous la mettrons sur le trottoir. Demandons-le au ministère de la Santé. Gros chèque, bien sûr, au ministère de la Santé. L'idée est approuvée et tu te retrouves à marcher sur ce truc. Robby, tu leur as donné l'idée, malheureusement. Je ne voudrais pas, par erreur, donner des idées à ces messieurs, mais ils sont capables de sponsoriser le ministère de l'Instruction italien pour fournir des t-shirts à tous les enseignants avec dessus les publicités de leurs médicaments. Ce serait la prochaine étape. Robby, tu leur as donné l'idée, malheureusement. Je pense qu'en effet, dans ce monde, quand quelqu'un a une idée, celle-ci vient aussi à d'autres. Et donc, ça leur serait revenu à l'esprit aussi. Nous verrons bien. Quand les professeurs... Moi, je suis auteur de science-fiction. Par conséquent, j'imagine les étapes futures. Tant pis s'ils me prennent pour un manuel d'instruction. Ce sont des informations qui devraient se trouver dans le cabinet du médecin, chez son propre médecin, chez son pédiatre. Les trouver dans la rue, comme tu le dis, est l'indice du marketing. La médecine est morte et je crois que la catégorie des médecins doit en prendre une part de responsabilité. Il faut le dire, qu'une publicité de ce genre n'est pas sérieuse. Je ne rentre pas dans le débat de savoir s'il faut faire ce vaccin, car je ne suis pas médecin, mais il ne devrait pas permettre ce genre de choses. Car de toute façon, promouvoir ce type de vaccin de manière aussi facile me semble vraiment une offense vis-à-vis de la classe médicale.
Oui, mais la vraie tragédie est que non seulement le médecin qui marche là-dessus n'en a rien à foutre, mais de surcroît, il a vraisemblablement reçu 20 000 euros de GSK pour aller faire une conférence. Car ça fonctionne comme ça, hein, la corruption. Ils ne te donnent pas 10 000 euros pour vendre leur vaccin. Ils ne font pas comme ça. Cher docteur, nous vous invitons aux Bahamas, 2 semaines avec votre famille, tout frais payé pour une conférence sur les aiguilles taillées à 35 degrés. Et avec n'importe quelle excuse, ils te mettent 20 000 ou 30 000 euros en poche. C'est pour ça que, d'après moi, au médecin, il ne viendra même pas à l'idée de contester une chose pareille, malheureusement. Ce n'est pas de la corruption, ils considèrent ça comme normal. Ça se fait depuis des décennies. Et c'est vraiment un scandale, sur lequel on ne réfléchit pas assez, d'après moi. Maintenant, on commence à répéter cette nouvelle dans différents pays du monde. Excès de morts, anomalies, pic de mortalité. Et cela sort dans tous les pays du monde. Donc à un moment donné, quand cela sera un fait établi, et je pense qu'il faudra plus de quelques mois, on devra commencer à se demander si ce ne sont pas les vaccins. Si ce ne sont pas les vaccins, alors c'est quoi qui a fait bondir ainsi la moyenne? Mais de beaucoup. On parle de chiffres en augmentation de 10-15% sur le total des morts de l'année, ce qui est complètement fou. Si l'on regarde les variations d'une année sur l'autre, du nombre de morts annuelles, elles sont de 0,7, 0,8, 0,5, 1,2 certaines années. Mais la ligne était toujours là, variant de 1%. Tout d'un coup, on a du 10, 12, 15, 18% de variation en plus dans certains États. Dans le milieu scientifique, certains nous donneront la réponse. Je voudrais vous poser une dernière question. Nombreux sont ceux satisfaits de la victoire de Lula aux élections face au fasciste Bolsonaro. C'est le retour de la gauche progressiste, celle qui aide les pauvres, etc., etc. Moi, j'ai quelques doutes sur Lula, je me rappelle, voyons le transparent numéro 9. Quand il allait parler tranquillement au World Economic Forum de Schwab, on le voit sur ces images à gauche faire son discours, et si vous regardez l'étiquette en bas, il y a écrit Schwab, donc il est juste à côté. Et sur la photo de droite, on voit même Schwab qui l'embrasse après le discours qu'il a fait. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut garder le entre deux chaises, être l'ami des pauvres et se faire embrasser par Schwab au World Economic Forum. Margherita, qu'est-ce que tu en penses du personnage? La question est controversée et qui habite au Brésil a une opinion tranchée tant il est vrai que le pays est vraiment divisé en deux, on le voit aussi dans les votes. Il y en a qui parlent de fraudes électorales, il semble qu'il y ait des preuves, si bien que le pays a été complètement bloqué par les ouvriers, les camionneurs, en somme, toutes les couches sociales. Il y a eu des blocages sur les routes et pas seulement contre le résultat. Bolsonaro a attendu environ 2 jours pour reconnaître les résultats. En réalité, il ne les a pas reconnus, il a simplement dit « c'est fini, allons-nous-en, allons de l'avant quand même ». Il n'a pas reconnu officiellement les résultats. En tout cas, il y a ceux qui reconnaissent que Lula a été un fondateur des BRICS, qui s'appelait BRIC à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore l'Afrique du Sud. C'est un fait qui pourrait se révéler utile dans l'alliance multipolaire qui est en train de se créer. Mais il est aussi vrai que Lula est un grand ami de Davos et que Carlos Schwab, ces jours-ci, s'est prononcé à ce propos en disant la semaine prochaine, il y aura l'invitation officielle de Lula aux prochaines rencontres de Davos. Il pourrait devenir le personnage de 2023. Oui, ce sont les déclarations de Schwab. La semaine prochaine, on attend Kamala Harris à Brasilia. Et donc, les conditions préalables ne sont pas bonnes, c'est vrai. C'est le chant de victoire des globalistes. Exactement. Il est clair que Bolsonaro était plus proche de Trump, disons. Et Lula est plus proche des démocrates états-uniens. Nous verrons bien. Ok Robby, un dernier mot sur lui? Si, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Margherita. On peut rajouter qu'au Brésil, la situation est d'une grande complexité.
Qu'est-ce que ça signifie d'une grande complexité? On ne peut pas raisonner en termes binaires. Par exemple, celui-ci est globaliste, celui-là ne l'est pas. Celui-ci est bon, l'autre est mauvais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pepe Escobar, qui d'ailleurs est de nationalité brésilienne, il connaît bien la situation, dit que c'est très complexe. Maintenant, je ne me rappelle plus si c'est lui ou un autre qui a dit « Sous Lula, rien ». Autrement dit, ok, vous avez Lula, mais qui est derrière Lula? Il pourrait être la marionnette symbolisant le bien, et en même temps faire exactement ce qu'impose l'agenda globaliste. Nous verrons bien, comme tu dis. À l'heure actuelle, la situation est trop complexe pour faire des prévisions. Ok, merci beaucoup Margherita. Bonsoir chez toi, on se voit la semaine prochaine. Merci, bonne fin de semaine à tous. Au revoir et merci aussi à toi. Nous on se voit lundi soir. Au revoir tout le monde donc.